La fracture Est-Ouest, héritée de la guerre en 1945, va produire des effets pervers. Un monde bipolaire se façonne au gré des deux idéologies qui émergent du conflit. Le capitalisme forcené, mené par les États-Unis d'Amérique à l'Ouest, et le marxisme à la sauce stalinienne imposée par l'URSS à l'Est. Les deux superpuissances se partagent le gâteau et lorgnent sur les richesses fabuleuses des pays dits sous-développés, la plupart colonisés par les Européens de l'Ouest. En 1955, le pacte de Varsovie s'inscrit comme contrepoids de la puissance de l'OTAN fondée en 1949. La guerre froide qui s'ensuit, les pics de ce conflit latent qui engloutissent des moyens guerriers colossaux, tournent à l'obsession. La théorie Westmoreland ne satisfait plus les faucons qui règnent à l'Ouest. Avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 1981, les choses prennent une autre dimension. Il faut mettre Moscou à genoux. La stratégie de l'attention est née. Stratégie de l'attention, dis-je? Il s'agit en clair de l'utilisation, légale ou non, violente ou pas, cruelle ou parée des lauriers de la démocratie, des moyens et de méthodes qui écrasent les peuples sous une chape de peur, dans ce qui prend des allures de guerre sainte. Et ni à l'Est, ni à l'Ouest, on a tiré les leçons des tripotées subies au Vietnam et en Afghanistan. Ils sont prêts à remettre ça. Reagan invente alors la guerre des étoiles. Moscou tente de suivre le train fou des Américains, mais l'URSS est à bout de souffle et de moyens. Le mur de Berlin tombe en 1989 comme un fruit pourri. L'équilibre de la terreur a vécu, mais à quel prix? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à l'Est comme à l'Ouest, on se restructure de manière à éviter de se faire surprendre comme ce fut le cas en 1939-1940. Chez nous, chez les Occidentaux, dans l'optique d'une cinquième colonne pas très clairement définie, s'installe une psychose, une paranoïa, aussi bien chez les activistes d'extrême gauche que d'extrême droite. Leur seule logique, la haine. Un climat morbide à certains moments, un climat d'incertitude en tout cas, s'installe parmi quelques nations du monde occidental. Les années 70 et 80 sont fertiles en violences politiques issues de l'affrontement idéologique interne entre les rouges et les démocrates. L'Italie et l'Allemagne fédérale, qui constituent en fait les clés de voûte du dispositif OTAN, enfantent des groupuscules aux mœurs guerrières chez les uns et les autres. La vie d'un homme, la vie humaine ne représente que peu de choses. Ces luttes intestines prônent l'apologie de la violence comme expression ultime. L'anticommunisme viscéral fauteur de haine des uns et le goût exacerbé du combat prolétarien des autres produisent un climat morbide. Seule la peur va triompher. On se souvient des centaines d'attentats en Italie. On se souvient de l'enlèvement d'Aldo Moro. On se souvient finalement de l'autre bord
de la gare de Bologne qui explose. En Allemagne, la bande à Bader s'attaque à tout ce qui représente l'ordre capitaliste, et même simplement l'ordre bourgeois. On se souvient là-bas de tous ces meurtres. On se souvient là-bas de l'arrestation de la bande à Bader. Et on se souvient de l'explosion des Oktoberfest à Munich en 1980. On retrouvera, c'est étonnant, parce que sans doute on n'a pas voulu le voir, mais on retrouvera en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg même, des groupuscules totalement inféodés sur le plan idéologique, mais qui prennent ces Italiens et ces Allemands comme guides. Pareille bande pour pareille bande, la vie humaine ne représente que peu de choses. Mais qu'on le veuille ou non, l'OTAN est en train de vivre une crise existentielle au sein même de ses propres populations. Essentielle entre ces extrêmes? Tout d'abord, il n'est pas évident que les événements vécus en Europe occidentale dans les années de plomb soient tous et entièrement inspirés de l'étranger. Les États-nations de notre vieille Europe sont en train, à l'époque, de vivre une réelle crise. À côté d'élites politiques tournées vers l'Ouest et d'autres partisans d'un socialisme plus radical inspiré de l'Est, la masse populaire est tout à fait indifférente. Et il s'agit en fait d'épisodes très violents, mais réduits et dans le temps et dans l'espace. Cette guerre de l'ombre est le fait d'organismes publics, la sûreté de l'État pour le ministère de la Justice, les services de renseignement de l'armée, mais aussi des groupes tels que Gladio, Steinbeheim, mais aussi des groupuscules répondant totalement à la définition des milices privées. Même méthode et même exaction, les uns et les autres? Je distingue deux différences entre les initiatives criminelles que nous avons connues. L'extrême gauche revendique toujours ces actions. Elle les revendique toujours tout simplement parce qu'elle a besoin d'un accord, elle a besoin d'une adhésion populaire. Elle cherche à marquer le prolétariat. D'ailleurs, pour mieux marquer le coup, elle va toujours choisir ses cibles parmi des éléments réellement représentatifs de l'ordre capitaliste. Parfois même, elle acceptera de prendre sur son dos quelques événements tout à fait fantaisistes, du moment que ça lui rapporte. Tandis que l'extrême droite, elle ne revendique jamais ces crimes ou ces tentatives. Sauf parfois sur le dos de l'adversaire. Et c'est assez compréhensible. Cela ferait en effet très mauvais effet d'apprendre que les partisans de l'ordre, de la discipline, de l'État fort, que ces gens se livrent à une criminalité organisée sur le dos du peuple. Ils n'ont donc pas besoin, à l'extrême gauche,
pardon, à l'extrême droite, ils n'ont pas besoin de revendiquer, ils n'ont pas besoin non plus de choisir leur cible. Pour eux, la tension, la terreur aveugle est payante. Il leur suffit de créer la peur et ensuite de l'accentuer et de la maintenir. Il s'agit évidemment d'un constat et pas d'une doctrine. Parfois donc, curieusement, des objectifs identiques? Des mouvements différents, oui. Des mouvements différents, mais sur le même pied lorsqu'il s'agit d'agir. Inspirer la peur, c'est la loi numéro 1. Inspirer la peur. Faire peur le plus possible. En synthèse, les extrémismes activistes, avec leurs mœurs, avec leurs techniques, avec leurs méthodes, se ressemblent très fort, forcément, puisqu'ils ont la même action, je ne dis pas le même but, mais ils ont la même action, déstabiliser l'état de droit. Une bande criminelle inconnue suscite la peur. Elle prendra le nom de tueur du Brabant. D'autres bandes célèbres ternissent un peu plus le tableau. Le pays vit ces années noires. Jean-Claude, comment analysez-vous le développement de ce climat de tension? À la vérité, la stratégie de la tension est en train de s'installer. Il faut plonger dans les arcanes de la situation particulière de la Belgique pour se figurer ce qui s'est passé à cette époque. Il n'est pas possible de comprendre pareille situation si on ne connaît le climat socio-économique et surtout, et évidemment, la situation géopolitique du moment. Notre pays, comme quelques autres dans l'Europe occidentale, est sorti meurtri de la crise, la grande crise économique de 73. À l'intérieur, la multiplication des ennuis d'ordre communautaire mine le pouvoir de l'intérieur. La conjoncture économique est au plus bas. Et pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, l'oncle Sam veille. Pas question pour lui de baisser la garde face au péril rouge. Bruxelles, capitale de l'Europe. Bruxelles, capitale de cette Europe unie que l'on suppose déjà et futur élargissement, Europe qui va devenir un enjeu colossal. La Belgique, siège de l'OTAN, avec le siège à Casto et l'institution politique à Bruxelles, a un terrible enjeu politique. Notre pays et ses ports de Zeebrugge et d'Anvers sont les voies d'accès immédiat pour les divisions blindées anglo-américaines qui doivent filer plein est à la rencontre des hordes russes que l'on nous annonce à grand éclat. C'est un enjeu stratégique. Bref, la Belgique est la voie de communication principale entre les puissances américaines, canadiennes, anglaises qui doivent filer au front, qui doivent filer vers le futur champ de bataille. La Belgique est bien le cœur de l'Europe. Mais encore l'armée, la gendarmerie, les services de renseignement et d'action et les services de sécurité sont sous-équipés.
Nos fins limiers et nos gendarmes circulent à bord de R4 poussives et de combis carotants, alors que les tueurs du Brabant foncent en GTI. L'armement est obsolète. Les liaisons de transmission sont dans notre âge. De plus, et c'est important pour les faucons de chez nous, l'arsenal juridique est totalement laxiste et il ne permet pas de mettre au pas tous les groupes du grand banditisme, mais aussi pacifistes, communistes, écologistes et troublions de toutes parts. Le Belge moyen n'a rien, il n'a jamais rien eu d'un belliciste. C'est un congé payé, ses vacances, son boulot, tout ça c'est très bien. Il se fiche éperdument de la guerre froide, elle est passée depuis longtemps pour lui. Il s'en fiche et surtout, il refuse de dénouer les cordons de la bourse pour payer des ploucs et payer des flics. Régression économique et instabilité politique sur fond de violence des CCC, des tueurs du Brabant. Puis la découverte en 1983 de la présence active d'un certain WNP ne suffisent pas à briser la volonté pacifiste des Belges. Au contraire, on manifeste à Bruxelles au cri de CCC au pouvoir. On ne croit plus au grand méchant loup qui tient tanière au Kremlin. L'anticommunisme viscéral des quelques faucons belges ne repose sur aucune base politique. Mais à Washington et à Londres, on veut mettre les cocos à genoux sans tarder. On veut les mettre à genoux et ça ne traîne pas. 15 janvier 1982, Reagan convoque notre Premier ministre Martens et son ministre des Affaires étrangères à la Maison-Blanche. Le maître de l'IE ne mâche pas ses mots. Il faut dire que son éducation, sa formation n'ont guère à envier aux maîtres d'aujourd'hui. Bref, Martens et Tindemans se font solidement secouer. Une synthèse, Jean-Claude ? En bref, Bruxelles, oui, Bruxelles est le cœur de l'Europe. La Belgique est le cœur de l'Alliance Atlantique. Mais elle en est aussi le ventre mou. Cette époque est maudite pour le pouvoir en place, pour le pouvoir des droites, Martens, Gaulle, Tindemans, notons la tragédie du Heysel qui survient quelques mois avant le fameux déclenchement du massacre de 1985. La tragédie du Heysel laisse un goût amer. Surtout quand on explique aux Belges que le principal coupable est la gendarmerie nationale. Jean Gaulle, en particulier au ministère de la Justice, s'arrache les derniers cheveux. Il ne parvient pas à stimuler les réformes faute de moyens. Un solide coup de barre, pourtant, s'impose si on veut remodeler ce ventre bedonnant. Les cellules communistes combattantes, les CCC, se revendiquent comme champions de la lutte antiprolétarienne. Il se réfèrent à leurs maîtres à penser allemands et italiens qui agissent à peu près au même moment. Monsieur Spanhoven, vous avez, pendant quelques années de votre jeunesse, vous les avez consacrés au combat politique de la gauche ultra. Vous en avez gardé certainement des souvenirs particulièrement brûlants, particulièrement clairs, particulièrement riches. Est-ce qu'on peut les partager avec vous?
Mais mon histoire politique a bien commencé avant le CCC et tout ça. Je suis né en 1943. En 1950, il y avait la question royale. Il y avait la guerre de Corée qui commençait. En 1956, il y avait la première révolution anti-russe en Hongrie. Hein. En 1958, il y avait l'exposition universelle. Et entre 1958 et 1960, la guerre générale et l'indépendance du Congo, les Hongrois m'ont raconté comment les services secrets d'État en Hongrie rassemblaient leurs informations. Ils vidaient les poubelles dans les administrations de tout leur État, les petites, les grandes, les communes, aussi dans les grandes entreprises, et ils avaient beaucoup d'informations. Et ça m'a donné une idée folle. Je suis devenu un électron libre, pas dirigé par la 4e internationale, hein, mais c'était curieux, je voulais savoir, et j'ai fait les poubelles de Europe Magazine, et ensuite chez Dorsogne, au front de la jeunesse. Et c'est ainsi que je suis tombé aussi sur l'existence du Westland New Post. Hein. Soi-disant secret à l'époque. Mais non, pas secret chez Dorsogne. Non, pour la population belge. Et j'étais donc un des premiers qui savait que le Westland New Post existait. Et mon ami Ski, hein, comme il entretenait aussi des recettes de Carrette, hein, je savais tout ce qui se passait, parce qu'on peut voir ça sur les plaques d'aluminium ou sur les trucs qui sont mal imprimés. Hein. On avait tous les renseignements. Je savais même que le groupe d'une vingtaine de personnes était infiltré par 3 personnes. Hein, infiltrées. Et Ski, qui était aussi chauffeur de taxi, un jour, il est rentré, il dit, j'ai vu Pierre Carrette sortir du quartier général de la gendarmerie derrière la poste Place Mandou. Il était bien habillé, il avait une mallette diplomatique. J'étais tout à fait étonné. Parce qu'à ce moment-là, hein, Carrette et le CCC n'avaient encore jamais fait un attentat. Donc ils étaient connus déjà, hein, par la gendarmerie, par la sûreté de l'État. Hein, et donc, ils ont été utilisés dans la même période que les tueurs du Brabant wallon, hein, pour créer la panique dans la population, dans le cadre plus grand de Gladio et Tchik-Tchek. Hein. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas les détails, hein, mais ils ont été utilisés. Ils étaient déjà connus. Quand on a dit, on connaît, hein, et on va les avoir, les CCC, hein, et c'est par hasard qu'on les a soi-disant arrêtés en Namur, ouais, dans un quick. En face de la guerre, oui. En face de la guerre, hein. C'est une blague, hein. Ils étaient déjà tous connus. On utilise la gauche, on utilise la droite, on utilise tout le monde. Tout le monde marche. Pour créer... Au CCC, ça marche très bien. Ouais. Les CCC, je me rappelle avoir vu une grande plaque, une banderole, lors d'une manifestation à Bruxelles. Contre le pouvoir au CCC. Ouais. Et quelques jours après, catastrophe. Ouais. L'attentat de la rue des Saules. Ouais, c'est ça. Il y a 2 personnes, 2 pompiers sur le tapis. Ouais, c'était une erreur. Alors que les CCC prenaient toujours la précaution d'avertir. Et à partir de ce jour-là, c'est fini. La popularité des CCC, elle est cassée. Mais ce qui est peut-être important de dire, hein, c'est que Carrette n'a jamais changé d'idée. Il a fait un excellent débat avec Wilfried Martens à la télévision flamande,
Hein. Après ces années de prison. Après ces années de prison, hein. Et donc ils étaient tous les deux très respectueux l'un de l'autre. Hein. Mais il ne faut pas oublier que Wilfried Martens est celui, hein, qui a fait venir les missiles américains en Belgique, à Florennes, hein, à Kleine Brogel. Hein. Et donc, il se trouvait vraiment en face de son adversaire, et ils se sont appréciés et respectés tous les deux, et tous les deux, ils n'avaient pas changé d'idée. Ce débat fait d'ailleurs partie des quelques débats qui sont des anthologies de l'histoire de Belgique depuis la guerre de 40. Il y a eu celui-là, il y a eu quelques autres, et celui-là, il est resté également. Pierre Carrette, resté fidèle à ses engagements. Absolument. C'est, je crois que c'est suffisamment rare. On aurait pu le rester. C'est suffisamment rare que pour le citer, parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec Garot et tous les autres, c'est pas pareil. Oh non. Bon, pas grand merci. De rien. Alors que les CCC occupent le haut du pavé, un groupe très violent se crée dans la clandestinité sur base des éléments les plus inflexibles du front de la jeunesse de Francis d'Ossogne. Son chef, Paul Latinus, devient le Führer du Westland New Post. Il s'affirme mandaté par la droite belge, épaulé et protégé par la sûreté de l'État. Violence extrême, entraînement à toutes les techniques de combat, spécialement à la guérilla urbaine. Enlèvements et assassinats sont programmés. Éric Lamers est l'une des machines à tuer du WNP. Éric, la Belgique veut comprendre, on vous écoute. C'est ce qu'on nous présentait, oui, on nous présentait comme ça. Et nos chefs, j'avais un chef direct qui était Libert et Marcel Barbier, et puis au-dessus il y avait ce fameux maréchal qui était Latinus. Et puis il y avait ces commissaires de la sûreté qui donnaient une auréole légitime à ce qu'on faisait. Comment est-ce qu'à 20 ans on puisse s'imaginer qu'un commissaire de la sûreté qui vous parle vous mente? Moi j'étais un garçon très bien avec un papa professeur et une maman institutrice. Donc pour moi l'autorité de la loi était quelque chose de très respectable et de respecté. Mais voilà le résultat. Le temps a passé, Eric. On peut analyser cette époque avec un maximum d'objectivité, mais aussi avec beaucoup de passion et beaucoup de certitude de ne pas trop se tromper. Le WNP, les CCC, les tueurs du travail, tout ça c'est quand même bien lourd pour la Belgique de l'époque, la Belgique qui souffre, qui passe une période de crise énorme sur le plan politique, sur le plan social, même sur le plan existentiel, avec le séparatisme qui se profile déjà. Mais j'ai une question importante. Eric, réponds franchement. As-tu touché du pognon? Ah non, pas un centime, hein. Même les balles d'entraînement, on devait les payer nous-mêmes. C'était ce qui rendait cette organisation, après quelques temps que j'y étais, j'étais un peu ambigu, parce que il y avait un mélange de professionnalisme. Il y avait quand même 4-5 appartements à Bruxelles qui étaient payés, financés, vides, pour lesquels on pouvait se retrouver, se planquer, et qui existaient. Il y avait des ordinateurs. Un ordinateur mais pour l'action, en 80, il n'y avait rien. Mais pour l'action, de temps en temps, on nous sortait des armes des placards, et puis après, l'entraînement et tout, on devait payer tout nous-mêmes. Je n'ai jamais reçu un franc. Mais j'ai jamais payé ma cotisation non plus. Je sais que Marcel a payé chaque fois. Moi, je ne savais pas qu'il fallait en payer une. Et je crois que si j'avais su qu'il fallait en payer une, je me serais retiré. D'une part, je suis avare, et d'autre part, j'aurais senti que c'était une arnaque. Tandis que quand tu es embauché quelque part et que tu travailles pour les services secrets, c'est pas normal que ça soit de ma poche. Pour un cerveau de 18-20 ans, c'est parfait comme raisonnement. Je paye pas, donc je n'ai rien fait de mal. Je ne paye pas, donc il n'y a pas de raison, mais on n'a pas osé me demander de payer. Parce qu'ils voyaient bien que dans ma psychologie, j'aurais vu que c'était
que c'est des bidons. Ils ont besoin de 3,50 francs alors que c'est une organisation gigantesque avec des milliards partout et des forces occultes infiltrées dans tout. Dans ces cas-là, ils devraient me montrer une cave avec une cave à la James Bond avec des caméras partout et des engins farfelus pour tuer des gens à distance. Mais il me vient une idée, une question. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, la fameuse crise des radicalisations. Ah ben on nous avait radicalisés comme sont radicalisés les gamins musulmans actuellement. C'est de la même façon, c'est pareil. On prend un gamin de 20 ans, on lui monte la tête, Tu avais 18 ans au front de la jeunesse, avec Lawson. Au front de la jeunesse, j'avais 18 ans, 19 ans. Tu en avais 20 quand tu es passé. 20, 21, jusque 23. On fait ce qu'on veut, Je ne sais pas si on fait exactement ce qu'on veut, mais disons qu'on est une matière qui est beaucoup plus facile à exciter, et à centrer, à focaliser, et obséder sur un sujet, et à rendre, je dirais, plus catholique que le pape, ou plus musulman que l'ayatollah. Alors la morale de l'histoire, Eric, avant de te laisser rentrer chez ton papa, parce que tu rentres encore chez ton papa. Oui, si on veut. Il est très heureux de te voir. Si on veut, oui, je le vois souvent. La morale de l'histoire, c'est sans doute, il faut oublier. En tout cas, tu connais juste si c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Mais est-ce que tu ne crois pas que la morale de l'histoire, ce serait enfin de briser l'impunité? Sur les affaires du Brabant wallon? Mais bien sûr. Je ne sais pas si c'est utile de briser une certaine impunité, mais ça serait utile de savoir exactement et réellement ce qui s'est passé. Voici donc le WNP découvert et les CCC avec les forces de l'ordre aux trousses. Les Américains pressent, le pacifisme règne encore dans la population, la situation se détériore. Bande à Amherst, banditisme classique, affrontement avec les pacifistes, 82-83, l'insécurité grandit. Ceux qui porteront le nom de tueurs du Brabant wallon cassent la baraque. Jean-Claude, une remarque à ce sujet? Une idée maîtresse est en train de prendre le pas et de conditionner, à mon avis, le reste de l'enquête. Les tueurs du Brabant wallon auraient agi sur deux périodes bien distinctes, 82-83, première vague, 85, deuxième vague. Entre les deux, plus de 20 mois de silence, assez inexpliqué, et pour tout le monde, les tueurs sont, pour l'autorité en tout cas, sont des bandits du style classique, du style Michel Cocu, la bande à de Stark, des forains, des ferrailleurs, quoi. Ou des ex-gendarmeries poux, du genre Beyer-Bouche. Évidemment, ça fait recette. Je m'insurge contre cette facilité qui n'apporte pas le moindre espoir. On creuse partout, on fait des fouilles, comme pour se donner bonne conscience. Pour moi, la situation est bien autre. 82-83. On peut analyser tout ce qu'il y a dans le pot 82-83 comme on veut. On arrive à la même conclusion. Les tueurs viennent, les soi-disant tueurs du Brabant, viennent pour voler d'abord, et c'est accessoirement pour se dépêtrer qu'ils vont ouvrir le feu et qu'ils vont tuer. En 1985, c'est totalement différent. Les trois attaques sont similaires. On vient pour tuer d'abord, et accessoirement on vole, et encore des quantités assez dérisoires vu ce qu'on va en faire. On va brûler les chèques dans les bois de la Houssière, on va jeter le coffre du gérant de Halos dans le canal. Deux périodes différentes. Les motivations sont différentes. Les techniques sont différentes. Mais les hommes sont aussi différents. Refuser ce constat, ou son éventualité, c'est déjà
jeter la vérité au canal. Madame Danielle Zucker, médecin émérite qui a tenu plusieurs chaires à l'université, qui a dirigé un service éminent à l'hôpital Saint-Pierre. Elle est appelée pour dresser le portrait psychologique, le profil des tueurs du Brabant. Elle va aussi être victime en quelque sorte de cet amalgame. Elle va traiter sous base de pièces 82-83 pour donner un portrait des tueurs de 85. Et en guise de conclusion, on va la remercier presque publiquement avec une goujaterie qui ne fait pas honneur à notre justice. Par contre, aller là où on veut faire mal au pouvoir pour l'obliger à se renforcer, pas question d'y toucher. Une autre tromperie que vous dénoncez depuis des années? Oui, le WNP. C'est une véritable manigance et elle est stupide. Le WNP aurait été une organisation ultra secrète. C'est absurde. La plupart des membres du WNP, 80%, viennent du front de la jeunesse de Francis Ossogne, qui se serait laissé déposséder de ces hommes. On rigole, quoi. Francis Ossogne savait parfaitement bien où allaient ces hommes. Stupide, mais bien oui, parce que tous se connaissent. Ils continuent leurs activités d'extrême droite, ils font des ratonnades à Bruxelles, ils cassent des manifestations, ils cassent des grèves. Ils fréquentent les mêmes boxons à Bruxelles, ils couchent avec les mêmes putes. Ils se connaissent, ils savent tout ce qu'ils font, qu'on ne vienne pas me parler de secret. Francis Dossogne et quelques autres. Le commissaire Smets de la Sûreté de l'État est parfaitement au courant de l'existence du WNP. L'État est bien placé avec ses organismes officiels, Sûreté de l'État, d'un côté, et les services de renseignement de l'armée pour savoir ce qui se passe. La population et la presse ne sont pas au courant, mais l'État est au courant. Et lorsque on va perquisitionner l'appartement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de la pastorale, lorsqu'on va perquisitionner l'appartement Barbier Libert, non, je me trompe là, Barbier, Barbier et Michel Libert, je pensais à Anne-Emery, non, c'est Barbier et Libert. Lorsqu'on perquisitionne cet appartement, alors que Barbier a été arrêté et qu'on doit s'attendre à une perquisition solide, on découvre pêle-mêle la littérature nazie et les insignes nazis traditionnels chez ces gens-là. On y découvre les téléx volés à l'OTAN. Et on y découvre tout un courrier et tous les listings du WNP, comme si on avait voulu que tout ça soit connu à ce moment-là, tout simplement pour mettre Barbier et la Meurs au frais. Et les remplacer par qui? Vous pesez là une remarque essentielle, Jean-Claude? Ça en a tout l'air. Alors, il faudrait admettre que le double meurtre de la pastorale est l'entrée en guerre réelle des tueurs du Brabant wallon. La mise hors course, volontaire ou pas, de Barbier et de la Meurs, un an plus tard, apparaît comme une catastrophe pour la bande à Latinus, qui, pour prendre la place de ces éléments d'élite, Christian Ennikov a toutes les qualités pour le faire, mais il commence à vieillir et il est malade.
D'autres membres du WNP ont-ils l'étoffe, à leur dire même, s'il y a quelques fantaisistes chez eux, il y a aussi quelques machines à tuer. Ces machines à tuer sont-elles prêtes? Sont-elles prêtes à temps? Sont-elles psychologiquement aptes à relever directement Barbier ou Lamers? Ou alors, une autre hypothèse, pour combler la lacune, on aurait fait appel à des éléments militarisés qui sont prêts tout de suite à entrer en guerre pour leur pays. C'est une grande question. N'est pas tueur du Brabant qui veut. Former des robots aussi performants que Lamers et Barbier, il a fallu du temps. Il a fallu du temps, et il y a en Belgique quelques hommes qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays, par patriotisme, et qui auraient pu prendre cette place. Je n'y crois guère. 30 ans plus tard, en tout cas, pas un pet de traîne. Tout a marché sans anicroche. Et le silence est aussi lourd que l'omerta. On veut des petits malfrats ordinaires. C'est à crever de rire. Pour vous donc, le WNP persiste dans la clandestinité après le suicide de son Führer Latinus en avril 85, 5 mois avant les sanglantes attaques contre les Trois Dolez. Ou alors, un groupe militarisé aurait repris la mission du WNP? La Belgique veut la vérité, Jean-Claude. WNP malgré tout? Ou changer le bras qui frappe fort? Je ne parviens pas à choisir dans les deux options. Un crime d'État, dont la violence est portée au paroxysme en 1985, atteste en tout cas du dérapage contrôlé des décideurs. Même les enfants ne sont plus épargnés. Les tueurs du Brabant sont en guerre, point barre. On ne les arrêtera pas. Les agents très secrets de l'oncle Sam doivent être très fiers de leurs ouailles. Le lendemain de l'attaque d'Alost, c'est un dimanche, le gouvernement, qui ne parvenait pas à débloquer les moyens d'apporter les réformes voulues, demandées par les États-Unis, ce gouvernement, le lendemain, en 24 heures, il se vote un budget de 5 milliards pour les 4 prochaines années de la législature qui commence. Alors, les tueries du Brabant s'arrêtent. Elles s'arrêtent, c'est mon hypothèse, elles s'arrêtent tout simplement parce que la mission est terminée. Serait-ce aussi simple et aussi criminel que cela? On cherche toujours l'hypothétique chef de bande qui aurait été tué par ce policier d'Alostre qui, à 25 ans d'intervalle, tient 2 discours totalement différents sur son acte de courage. Revenons encore au lendemain d'Alost, le dimanche 10 novembre. Devant les caméras de l'RTBF, c'était, je crois, l'émission Faire le Point. Wilfried Martens, Premier ministre, Jean Gol, ministre de la Justice, officiellement, ils s'adressent à la nation et ils disent clairement « Nous connaissons les tueurs du Brabant et les CCC. Leur arrestation est imminente. » En effet, encore un petit coup des CCC, et quelques jours après, ils sont arrêtés à Namur. Les tueurs du Brabant, eux, courent toujours. Et ceci n'est pas une hypothèse, c'est un fait.
Voici donc tracées les grandes lignes de la subversion menée en Belgique durant les années de plomb. Notre but n'est pas de doubler magistrats et policiers, dont c'est le métier, ni de critiquer alors qu'il y a matière, vu le grandissime échec de plus de 30 ans. Notre analyse cherche à ouvrir des yeux toujours fermés sur les réalités du moment et des esprits qui s'accrochent à des chimères, des soi-disant petits malfrats sans envergure. Revenons aux années 70. Pourquoi le nier? L'ambiance au sein de l'armée est à droite toute. Des cercles assez fermés, des officiers de réserve, des amicales, etc., porteurs d'un anticommunisme formel, occupent la scène. Le peuple, lui, est à 100 lieues de tout cela. Sous le patronage de l'ancien Premier ministre Paul van den Boeynants, devenu ministre de la Défense, sous la houlette du chef d'état-major de la force terrestre, le général Roman, un jeune officier supérieur, brillant, audacieux, idéaliste, entre en campagne. Jean Boujol crée le PIO, Public Information Office, dont le rôle est de porter la contradiction dans des cercles pacifistes et antimilitaristes. Quand beaucoup parlent à profusion pour ne rien dire, lui porte sa bonne parole là où elle doit peser. Personne ne le mettrait KO, pas même le chanoine Gore, qui patronne par Christie, revêtu de l'ordre Lénine pour la paix. Évidemment, Jean Bougerolles éveille les soupçons. Après la mort de son protecteur, le général Roman, il est débarqué. Il va connaître une période sombre, qui le mènera d'un hôpital à l'autre, mais aussi aux interrogatoires de la cellule Brabant-Wallon, à des perquisitions sévères et à la commission d'enquête parlementaire dont il sortira la tête haute. Armé de son bon droit et de sa légitimité, le lieutenant-colonel Bougerolles termine sa carrière sans accent de triomphe et sans regret. Jean Bougerolles a accepté de nous livrer le fond de sa pensée. Vous n'avez pas été épargné, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez dit. Les enquêtes ne m'ont pas épargné, ni au judiciaire, ni au Parlement. J'avais agi dans le pas. Et c'est suffisant pour éveiller les soupçons, je précise. Et c'est important que mes actes aient été couverts par ma fonction officielle et par ma hiérarchie. Je n'avais rien à me reprocher, c'est clair. Que mes actes sont là où ils sont sur le papier. Ils sont aussi dans l'accomplissement d'un devoir qui m'était confié. Je n'avais rien à me reprocher puisque j'accomplissais mon job sous la foi et la loi du serment. Monsieur Bougerolles, de l'observatoire privilégié que vous occupiez, vous avez dû en voir des choses. Ah mon Dieu, bien entendu. Et pas toujours honorable. J'en ai vu tellement que je ne sais parfois plus où j'en suis dans mes choses. Bien entendu. Monsieur Bougerolles, j'ai une question à vous poser que je ne peux poser à personne d'autre. Pourriez-nous faire un gros effort pour nous dresser brièvement le fameux schéma de Trotsky qui sert de balance
spécialiste de la guerre subversive? Rien plus simple. Encore, je pourrais mettre 3 boules l'une sur l'autre. La première boule, en haut, tout en haut, c'est simplement le schéma dans lequel on tire des ficelles. C'est la première étape. La première étape, disons. La deuxième boule commence à se gonfler, alors. Forcément, elle doit prendre les réponses comme elles sont. Elle est là par ici, elle consomme par là. Et là commence en effet le jugement de Trotsky. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas l'appui de ces boules-là, ça serait bien triste. Et la troisième étape? La troisième étape, c'est véritablement la majuscule de tout ce qu'on entend. Et là, la troisième étape, elle va nous permettre à nous, qui sommes les adversaires de Trotsky, de le concilier dans une sorte de confession qu'on obtient à terme de l'analyse, au terme de l'analyse. Et quand les 3 boules se rencontrent, l'espace commun, c'est le schéma de Trotsky. Et on arrive à la révolution. Et heureusement qu'il n'y a pas de schéma 4, parce que là, c'est la révolution qui commence. Jean-Paul. Ouais. Fin 1985, en Belgique, nous avions atteint quel niveau? Nous avions atteint fin 1987. En Belgique, nous avions atteint la fin du niveau 3. Fin 87. Fin 85. Fin 85. Fin 85. Fin 85. Tandis qu'en Italie, par exemple, ils étaient beaucoup plus ils loin. étaient déjà beaucoup plus loin. Et l'Allemagne? L'Allemagne, elle hésitait à balancer entre le schéma 2 et le schéma 3. Chez nous, tout s'arrête donc, fin 85, avec la dernière attaque des tueurs du Brabant à Alost, et quelques jours plus tard, l'arrestation des CCC à Namur. Exactement. Je tremble de la question que je vais vous poser. Posez toujours. Parce que vous êtes le seul à pouvoir m'y répondre aussi. Probablement, oui. Pensez-vous qu'il soit imaginable que le pouvoir belge ait attribué plus d'importance et plus de danger à l'action politique des CCC plutôt qu'aux crimes sordides qui sont en préparation et qui ont déjà commencé du côté de l'extrême droite? Non. L'extrême droite est une formule liée quand c'est l'extrême gauche qui en bénéficie. On dirait presque que c'est quelque chose qu'on a monté d'office, comme un jeu de quilles. On lance une boule, l'action directe s'éteint un petit peu. On en lance une autre, ce sont les actions qu'on qualifiera de terroristes qui commenceront. Alors, partant de tout ça, le malheureux qui se débat avec le schéma devant lui, les gens qui tombent, parce qu'il y a des gens qui sont tombés, rappelez-vous, ça n'a pas été des crimes inutiles pour tout le monde. Non, forcément, puisque l'extrême gauche fait peur au pouvoir. Elle est un danger pour le pouvoir. Tandis que l'extrême droite, elle rêve toujours
d'appartenir au pouvoir, de l'aider à acquérir plus de force et plus de moyens. Est-ce que cette situation, différence entre la gauche et la droite perçue par l'État, explique ce qui s'est passé chez nous? Je crois. Je crois qu'en mettant les virgules là où elles doivent être, et l'analyse comme elle doit être faite, eh bien, on arrive justement à concevoir que le pouvoir puisse trembler. Mais c'était pas chinois, au fond. C'était pas chinois. Alors, bon, qu'on vous ait soupçonné, qu'on vous ait interrogé, alors ça passe. Mais on aurait pu aussi vous écouter un petit peu, non? C'est ça. Je crois que c'est ce que moi je pourrais reprocher à la fameuse hiérarchie qui commandait le gouvernement. C'est de ne pas avoir traité l'essentiel. Colonel, merci. Je vous en prie. Certes, à côté des bavardages stériles, il y a eu des magistrats et des policiers courageux qui cherchèrent à briser l'omerta. Et, du côté du quatrième pouvoir, des journalistes firent preuve de courage et d'abnégation. On n'oubliera pas Walter de Bock au nord du pays et René Aquin au journal Le Soir. René Aquin emporta trop tôt dans l'au-delà les pressions de politiques qui ne supportaient pas les incursions dans les domaines qu'il se réservait. Ce journaliste hors norme subit les vulgarités de Flicard, car il y en avait, aux idées revanchardes lors de perquisitions domiciliaires à Bruxelles et à Ouansène. Cela ne grandit pas notre justice. René Aquin désigna très tôt le WNP protagoniste essentiel des tueries. Effectivement, dès la découverte du WNP en 1983, Aquin se lança sur les trousses, sur les traces de ces nazillons. Et après les explosions de 1985, il les mit sous la sellette et il comprit très tôt qu'il était sur la bonne voie. René Aquin fut le journaliste qui, le premier, dressa un parallèle ou dressa une continuité entre le WNP, la sûreté de l'État et les tueries du Brabant, ce qui ne lui valut pas que des amis, bien entendu. Il rêva très tôt de connaître un pouvoir qui s'affranchirait de ce fameux secret d'État, surtout quand le peuple, le public seul paye la note. Aquin était un convaincu de la version État coupable. Les articles audacieux dans son journal, des prises de position sans équivoque lors de conférences, lors de débats qui feront date dans l'histoire du journaliste belge, sont le témoignage de l'action de René Aquin. Dès qu'il mit le WNP sous la sellette, il comprit qu'il était sur la seule et bonne piste. Et lors de la publication de son livre, un livre culte, mais à la fois un livre assez dérangeant, les deux WNP des taupes dans l'extrême droite, postfacé d'ailleurs par le journaliste Walter de Bock du journal de Morgen. La piste était ouverte. Il savait que c'était la seule qui tenait la route. Et l'homme intelligent qu'il était ne se laissa jamais abuser. Subit-il des pressions pour le déstabiliser? Assurément. En Belgique, bien sûr, à l'époque, on n'envoyait pas au goulag ni 6 pieds sous terre. Mais la menace diffuse, sournoise,
vicieuse était de mise. Ça ne grandit pas très bien, ça ne grandit pas nos institutions non plus. En évoquant ces moments douloureux, lorsqu'il me rendit sa dernière visite le 8 décembre 2005, René en avait encore les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, il entrait en clinique pour un bref séjour, puis rentrait à Ronsen pour y trouver son dernier refuge et y attendre la mort quelques semaines plus tard. Il avait toujours tenu sa famille, qu'il adorait, totalement à l'écart des arcanes de son métier. C'était une religion chez lui. Son métier, son apostolat, puis-je dire, bien son métier a fini par le rattraper aussi. La Belgique ne lui a pas rendu sa fidélité. Justement, Jean-Claude, la Belgique veut savoir. Il est grand temps, si nous voulons revivre les mêmes abus de pouvoir, les mêmes immixtions, dans une presse théoriquement libre. Aquin a-t-il été empêché de remplir son devoir de journaliste indépendant, oui ou non? La liberté était évidemment un mot-clé dans la pensée de René Aquin. Je vais répondre en deux temps. Le journaliste Aquin possédait le tonus et le caractère pour continuer son métier dans la liberté qu'il s'était choisie. Par contre, l'homme Aquin a souffert énormément de ces abus, ces mesquineries, ces pressions qu'au grand jamais il ne méritait. Ceux qui s'attaquèrent à lui jamais de front savent qu'il ne lui arrivait pas à la cheville. Certains, il eut des détracteurs, bien entendu. Certains, certains même le détestaient. Mais la racaille toujours à craindre des hommes libres. Ce grand journaliste a marqué l'histoire de la presse belge. Il a toujours prêché l'exemple et je puis dire qu'il est entré dans le patrimoine intellectuel de notre pays. En matière de criminalité, l'impunité est la pire des choses. Nous nous condamnons à revivre, tôt ou tard, les souillures de l'histoire. Des enquêteurs rentrant chez eux, désavoués, meurtris, est-ce une fatalité? Vous en avez côtoyé quelques-uns, monsieur Marler. Oui. Après la saga orchestrée par Lionel Ruth, les choses repartent sur de nouvelles bases. Cette fois aux commandes deux policiers, des vrais policiers, formés à la dure école de la criminalité sous toutes ses formes depuis plus de 30 ans. Expérience, expertise et rationalité. Le commissaire Pierre-Yves Fievet et son adjoint Marnix Hennebel prennent les choses en main. Ces flics d'élite me reçoivent sans préjugés. Ils écoutent, ils jaugent. Puis vinrent des heures et des heures avec Éric Lamers, avec Marcel Barbier, à écouter leurs souvenirs, ce que leur rappelle leur passage au sein du WNP. C'est absolument hallucinant. Parce que cette fois, on les écoute attentivement. Bref, une analyse simple, une analyse souple de leur motivation. Des esprits qui s'ouvrent, les sans-pantois, après les railleries des prédécesseurs. Enfin, c'était parti? Parti. Ces deux flics, ces deux policiers avaient compris. Les tueurs du Brabant wallon n'avaient rien d'ordinaire. Le milieu, les truands de tous acabits,
détestent les tueurs en série, les foldingues de la gâchette, les illuminés qui gâchent leur métier, qui gâchent leurs affaires. Les caïds les auraient vendus, les auraient donnés gratos depuis longtemps. La nouvelle équipe sait ce qu'elle fait. Et par chance, leurs analyses rejoignent la mienne. Et les résultats suivent? Monsieur Fievet, Monsieur Hennebel, avec leur technique, leur talent, leurs expériences, mettent le doigt où cela fait mal. Ce sont des pros. Ils ne négligent rien. Alors tout est dit? Pas si simple. Oh, pas si simple. Tout est sur procès-verbaux, remis au juge, au procureur général et à la direction générale de la police judiciaire. Le commissaire Fievet a pris sa retraite. Quelques mois plus tard, Hennebel part en mutation, après avoir remis également ses rapports. Et pourtant, tout, absolument tout est sur papier. Ces hommes, en 4 ans, ont nettoyé les basses-fosses et éliminé tout ce qui avait, toutes les fausses pistes qui avaient englué cette foutue enquête. Et le fruit d'un travail acharné est pris en compte tout de même? Non. Tout est remis en cause. On a trouvé mieux ces derniers temps. Ah oui, Jean-Marie Tink, les détenteurs de Dunkerque, Christian Bonowski, la fédéralisation de l'enquête, les conclusions de vrais flics renvoyés à 10 ans plus tard. Mais ceci est hallucinant. Hallucinant, certes, oui, hallucinant. D'autant plus que ces hommes sont tenus par le secret professionnel qui les respecte à la lettre. La commission parlementaire fédérale sur la justice seule peut les délier de leur secret professionnel. C'est une prérogative qui est laissée à l'appréciation des parlementaires. La question qui se pose, y a-t-il, parmi les élus de la nation, quelques hommes et quelques femmes qui ont encore un peu de courage pour prendre enfin leurs responsabilités? La petite Belgique a passé une période très noire, une période de doute, une période de crise économique, de crise politique, de crise sociale, plus des crises communautaires évidemment qui sont venues, qui viennent et qui sont venues et qui viennent encore tout chambouler. Et je ne suis pas certain que ce n'est pas fini. À côté de cela, il faut ajouter les métastases d'une décolonisation complètement loupée. Et voici que tout d'un coup, partout, la violence s'installe. Des fourgons postaux qui sautent, des enlèvements, la tragédie du Hesel, les CCC, les tueurs du Brabant, du Trou-Fourniret, le Rwanda. Les émotions furent portées au fer blanc. Et pour corser le tout, il faut bien admettre que l'État n'a pas rempli sa mission première, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes. Point barre. Jugez vous-même. L'enquête sur les tueurs du Brabant aura marqué le bon peuple de Belgique. 30 années d'instruction et pas un pet de lapin. Rien que des gesticulations stériles. Le rôle du politique, bien sûr, est de garantir la pérennité des pouvoirs qui gouvernent la nation. Mais jusqu'où peut-on admettre la raison d'État plus respectable que la raison tout court? Il faut aller au bout de nos hypothèses pour éviter l'enterrement en grande pompe
du chancre sécuritaire nommé tueur du Brabant. Un État a-t-il le droit, au mépris des droits de l'homme, de persister dans une guerre, fût-elle froide, sans l'assentiment de la nation qui l'a subie? A-t-il le droit de mettre en œuvre des moyens barbares pour respecter des accords desquels le peuple est exclu, s'il en est même la victime principale? Est-ce donc une fatalité de l'histoire de ne point jamais se démarquer de ces puissants alliés, auxquels les pouvoirs politiques et militaires sont soumis corps et âme? Et puis, que fait-on des hommes dans ce fatras sécuritaire? Les victimes et leurs proches sont connus et on ne leur rendra jamais assez hommage. Car, à force de les connaître, de les écouter et de les renvoyer le front baissé, on s'habitue à leur détresse. On vulgarise leurs revendications. Pardi, ils avaient choisi l'endroit et l'heure qu'il ne fallait pas pour faire leurs emplettes. Et les victimes oubliées, ces représentants de l'ordre, policiers surtout, magistrats aussi, rentrant chez eux fourbus, rendus, le regard vide, déçus, mortifiés d'être lamentablement ignorés par ces quelques-uns qui se croyaient tout permis et qui paradent comme des pans sous les projecteurs de la comédie humaine, alors que certains escomptaient simplement le droit de remplir leur devoir dans le respect et la dignité. Les tueurs du Brabant ont creusé une faille entre la nation et le pouvoir. Un divorce s'annonce. L'indifférence du citoyen à l'égard des élites politiques et judiciaires en est une première manifestation. Est-ce cela la gestion de la cité? Est-ce donc ça l'aboutissement de notre démocratie? Les pistes multipliées, ouvertes, fermées, réouvertes, puis enterrées, les fouilles dont certaines clownesques, les recherches absolues dans le monde de la petite crapule, l'amoncellement d'un dossier gigantesque sous lequel l'instruction s'est elle-même étouffée durant 30 ans. Cela, monsieur Marler, c'est le grand complot à vos yeux? Grand complot, non, pas du tout. Pas du tout. Grand complot stipulerait l'existence d'une structure pyramidale au sommet de laquelle trône une tête pensante. Et malgré les lacunes supposées ou réelles, tôt ou tard, quelqu'un aurait parlé, c'est du belge aussi, cela. Hein. Or, ici, rien. Tôt ou tard, on aurait trouvé, on aurait identifié cette tête pensante et on l'aurait coupée. Chez nous, non, rien du tout. Tout tourne toujours au dérisoire. Pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas de grand complot. C'est bien plus grave que cela. Nous avons assisté à un énorme dérapage. Et l'avenir? L'avenir. En Italie et en République fédérale allemande, on a implicitement reconnu les erreurs, ce qui a permis au peuple allemand et italien de faire leur deuil en quelque sorte. En France, les exactions commises par action directe n'ont pas eu le même impact. Ceci provient simplement de la position particulière qu'occupe Paris sur l'échiquier atlantique. Au Grand-Duché de Luxembourg, le Bommeler, poseur de bombes, a été identifié. 2 anciens gendarmes, soutenus par 1 ou 2 membres de leur hiérarchie, quelques complices, ils sont passés en jugement. Et le jugement doit être revu. Prochainement, le Premier ministre de l'époque est appelé à comparaître, est cité à la barre. Bon, pour l'instant, il est en
il est en service à la communauté européenne, mais là, quelque chose se passe. Chez nous, rien de pareil. Chez nous, cela tourne toujours au surréalisme. On n'est pas le pays de Magritte pour rien, quoi. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Ben voilà. Regardez ce bel instrument. Regardez-le bien. Mais ceci n'est pas une pipe.